Hervé, oh Mathis, ça va et toi? Tiens, te voir. Bah écoute, Ça fait un moment qu'on s'était pas revus. ouais, t'as pas changé. Je te remercie aussi. On a passé du temps ensemble. Pour une fois. Ouais, c'est vrai que c'est souvent changé. Ravi de vous retrouver dans un nouveau podcast en lien avec l'exposition itinérante de Philippe Schiller consacrée aux victoires suisses en Coupe de l'América. Elle a débuté cette exposition à Genève, puis se déplacera à Crans-Montana, Zermatt et Gstaad. Nous sommes à Satigny, dans le canton de Genève, chez Voile Phi SA Nordseil, une voilerie qui a été fondée en 1977 et qui propose des voiles de la croisière à la Coupe de l'América, en compagnie d'ailleurs de Pierre-Yves Joran. Bonjour Pierre-Yves. Bonjour Hervé. Ça fait plaisir de se retrouver. Ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas revus. On a vécu de nombreuses choses ensemble. Et pour l'instant, je vais dresser votre portrait. Vous me direz si ça vous convient après. Alors, vous êtes un navigateur genevois, passionné de voile. Et j'ai eu le plaisir de vous rencontrer alors que vous pratiquiez un autre sport, le ski de vitesse, et que vous êtes devenu le premier skieur suisse à remporter un titre de champion d'Europe de ski de vitesse dans cette discipline où l'on dévale des pentes à plus de 200 km, avec pour vous d'ailleurs un record à plus de 224 km/h. Vous avez également disputé les Jeux Olympiques d'Albertville 1992 en Savoie. C'est un sport incroyable, ça. Oui, c'est un sport incroyable qui est très simple finalement puisqu'il s'agit d'aller le plus vite possible entre deux cellules et c'est un sport qui procure des sensations fortes avec des poussées d'adrénaline qui sont incomparables. Donc j'ai pratiqué ce sport effectivement après avoir arrêté le ski alpin dans le milieu des années 80. On est frappé quand même par la vitesse sur des skis de combien de large ? Alors les skis mesurent 2,40 m de long, ils font 10 cm de large, c'est des skis qui sont très droits, qui ne sont pas taillés, ce ne sont pas des skis de carving, parce que justement quand on commence à dépasser le mur des 200 km à l'heure, il y a beaucoup d'air qui s'intercale entre la neige et les spatules, et ce qui fait que les skis commencent à décoller un tout petit peu de la surface, donc on cherche de la stabilité, on cherche de l'appui en se mettant sensiblement sur l'écart intérieur, donc il faut que les skis soient très droits pour éviter de croiser les spatules, comme on dit. La sensation, c'est de voler ? La sensation est très proche du vol puisque le record aujourd'hui est de 250 km/h. À l'époque, à 225, les sensations étaient déjà terribles et fulgurantes. Et les records de chute libre sont à peine plus rapides. On parle de 270-280 km/h. Donc c'est un mélange de glisse sur les phases d'accélération et puis de vol dans la phase finale où il faut rester le plus compact possible pour se profiler dans l'air le mieux possible. Vol donc et vitesse. La vitesse, c'est d'ailleurs un maître mot pour vous, puisque par la suite, c'est sur le lac Léman que vous avez atteint des vitesses folles et battu des records dès 1994, d'ailleurs aux côtés d'Ernesto Bertarelli, puis à bord des bulky-coques les plus rapides du lac. C'est lors des saisons sur des monotypes catamarans, donc des bateaux qui sont tous les mêmes. 7 victoires au total, vous comptez, dans le bol d'or sur le lac Léman. Ces bateaux, c'était les Décisions 35 du chantier du même nom. Et puis les volants aussi avec les TF 35 qui volent sur le lac Léman. Ça, c'est tout à fait incroyable. Grâce à votre expérience, ajoutée à vos qualités de régatier, mais aussi votre capacité à vous remettre en question, auquel il faut ajouter vos compétences en matière de voile, vous avez gagné la confiance d'Ernesto Bertarelli. Votre première expérience en America's Cup, c'était avec Fast 2000, le défi suisse de Marc Pajot et de Pierre Fellman, dont le bateau sera racheté par la suite
par Ernesto Bertarelli. Dès lors, vous franchissez allègrement les paliers pour faire partie de l'aventure en Coupe de l'América en 2003. C'était avec Alinghi, bien sûr, à Auckland, lors de la victoire historique aux dépens du tenant du titre, Team New Zealand, avant de confirmer ce qui était le plus difficile à Valence en 2007. Vous avez été tout d'abord pendant 18 mois dans le Team Alinghi en charge de la performance des comparatifs de vitesse entre les bateaux, avant d'être responsable du programme d'espionnage, une discipline courante en Coupe de l'América sur laquelle on reviendra, mais aussi coach et directeur. Voilà, nous sommes toujours avec Pierre-Yves Joran dans la grande pièce ici des voiles filles. Pierre-Yves, on se trouve où exactement ? Eh bien là, on se trouve sur le plancher de la voilerie North Sail. C'est exactement là qu'on travaille sur les différentes voiles avec une équipe de 4 personnes qui savent faire autour des tissus, des voiles, de la machine à coudre, des finitions, des lattes. Et donc c'est une surface qui permet d'étendre les plus grandes voiles du lac, puisqu'en diagonale, l'atelier fait 30 mètres de long et un Jennaker, par exemple, de TF35, ces nouvelles Formule 1 du lac, mesurent précisément 26-27 mètres de guindant. Donc on arrive à les étendre en une seule pièce. Est-ce que des voiles de l'América peuvent rentrer dans cette surface ? Malheureusement pas. Malheureusement pas. Les voiles de l'America Scope sont bien plus grandes que la diagonale de la voilerie, raison pour laquelle chaque fois qu'on se rendait sur des étapes de la coupe ou sur des lieux de la coupe, on construisait une voilerie sur mesure pour accueillir ces immenses voiles. Alors, on reviendra sur ces voiles tout à l'heure. Première question quand même, puisqu'on revient et on parle des victoires de la Coupe de l'América. Pourquoi est-ce que la Suisse, qui n'a pas de mer, a gagné la Coupe de l'América, qui plus est pour sa première participation en 2003, alors que plusieurs pays européens, l'Espagne, l'Italie, la France, n'y sont jamais parvenus. D'ailleurs, tous ceux qui s'étaient lancés dans la conquête de la Coupe de l'América ont échoué lors de leur première tentative. Qu'est-ce qui a fait la différence avec le Team Alinghi ? Je pense que ce qui a fait la différence sur cette première tentative avec le Team Alinghi, c'est d'avoir réuni un groupe de personnes qui savaient ce qu'ils faisaient. En l'occurrence, Ernesto Bertarelli et Michel Bonnefou ont construit l'équipe fin 2001 en allant chercher des chefs de département rigoureusement sélectionnés qui, eux, ensuite, ont construit leurs équipes dans les différents départements. Et on le sait, une America's Cup, c'est pas la victoire d'un homme ou d'un groupe d'hommes, c'est vraiment une victoire d'équipe où chaque département, chaque personne amène sa pièce à l'édifice et où chaque, justement, département doit performer au plus haut niveau. Que ce soit les marins, que ce soit le design team, que ce soit l'équipe qui réalise la construction du bateau, le marketing, la finance, le support technique, bref, tout compte dans une America's Cup et c'est une vraie histoire d'hommes et de femmes qui travaillent ensemble. Combien de personnes dans le team au total ? On va dire dans les teams, parce qu'il y a plusieurs teams. Alors, en général, l'équipe démarre en douceur avec l'équipe du design, l'équipe de construction, les marins. Et puis au fur et à mesure que la campagne avance, au fur et à mesure qu'il y a des événements, des régates, des compétitions, eh bien l'équipe grandit avec des départements comme l'hospitalité, comme l'accueil, comme le suivi des régates sur l'eau. Donc on arrive en fin de campagne, en général aux alentours de 120-150 personnes selon les lieux et selon aussi le nombre de partenaires commerciaux qui accompagnent l'équipe sur cette phase finale. Pour les navigateurs qui sont sur le bateau, là, Ernesto Bertarelli a compris qu'il fallait engager des stars, des vrais professionnels qui avaient déjà gagné cette coupe et que ça ne pouvait pas seulement se faire avec des Suisses sur le bateau, en enrôlant Russell Coutts, Michael Schumacher de la voile et puis Brad Butterworth aussi.
Exactement. C'était une campagne très courte, puisque Ernesto et Michel ont démarré le challenge en 2001. La coupe, l'édition suivante était en 2003, donc il y avait un peu plus de 24 mois pour construire et constituer une équipe. Il fallait, entre guillemets, un mode d'emploi en live. Donc d'avoir Russell, d'avoir Brad, Murray Jones, Warwick, Simon et les autres. Ça nous a permis tout de suite d'avoir un peu une ligne tracée. Alors après, la force d'Ernesto et de Michel, c'est de justement avoir choisi des personnes qui savaient travailler ensemble. Et puis ça, c'est quand même un label qu'on a en Suisse. On aime et on sait comment s'entourer des bonnes personnes aux bons endroits pour performer, pour unir les forces et travailler dans une seule et unique direction. Il y a aussi la complicité de l'EPFL. Sans l'EPFL, ce défi n'aurait peut-être pas gagné, n'aurait peut-être même pas existé, ou bien ? Alors, c'est vrai qu'en Suisse, on a également la chance, non seulement de savoir travailler ensemble, en équipe, mais également on peut s'appuyer sur des personnes et des entreprises extrêmement compétentes à l'échelon local, mais aussi à l'échelon national et international. Et vous parlez de l'EPFL qui a joué un rôle déterminant dans cette campagne en mettant à disposition des laboratoires, des professeurs, des étudiants qui ont pu travailler sur des domaines très spécifiques, comme on parle donc il y a 25 ans en arrière de la reconnaissance faciale en 3D, sur la théorie du jeu, sur sur les fluides également. Donc l'école a joué un rôle, tout comme bon nombre d'artisans et d'entreprises et de PME locales autour du Léman et même dans le bassin lémanique. Ouais. Aussi le bateau, évidemment, c'est le nerf de la guerre, très important en Coupe de l'América, avec les chantiers décision des frères Cardis. Exactement. Tous les Alinghi ont été construits dans le chantier naval Décision, qui fait preuve d'une expertise remarquable. Ils sont minutieux, ils arrivaient à respecter les devis de poids et les délais impartis qui étaient très courts. Et donc, on a pu bénéficier de machines, d'outils et d'un bateau absolument remarquable en termes de construction, en termes de qualité et en termes de performance également. Alors évidemment, il y a l'argent, mais sans argent, on ne peut pas faire la Coupe de l'América. Ernesto Bertarelli avait investi au début 75 millions de dollars. C'est toujours impressionnant, mais c'est le cas dans la Coupe de l'América. Mais il faut quand même rappeler, dans l'histoire de la Coupe de l'América, que le baron Bic, tout le monde connaît les stylos Bic, avait aussi les moyens à l'époque, mais ne l'a pas gagné la première fois. Ou alors Sir Thomas Lipton, l'été, pour le rappeler, également était dans le bon cas. Alors, qu'est-ce qui a fait la force d'Ernesto Bertarelli ? Peut-être comme dans son business, il savait s'entourer ? Alors oui, Ernesto savait s'entourer, mais pour rebondir sur la question du budget, c'est vrai que 75 millions de dollars, c'est un chiffre énorme qui résonne. C'est un chiffre qu'il faut mettre en perspective sur 30 mois de campagne, sur 150 collaborateurs qui amènent leur famille sur place, donc c'est 400 personnes qui vivent. Et on sait aussi que une grosse partie de cet argent sert justement aux ressources humaines et que la partie construction, technique, voile est une partie moindre du budget. Ensuite, c'est vrai qu'Ernesto, comme dans sa vie professionnelle, sait s'entourer de personnes de confiance, des personnes qui partagent sa vision, son point de vue et ses objectifs. Et ça s'est tout de suite très bien déroulé, avec 14 nationalités différentes sur la Coupe de 2003. Le jeu n'était pas gagné d'avance, mais c'est vrai que la mayonnaise a bien pris avec des chefs de département qui savaient justement insuffler ces objectifs au sein de leurs troupes. Après, il y a la compétition, et là, c'est incroyable ce que vous avez réalisé. Je le rappelle encore parce qu'on était tous bluffés. Vous êtes en Nouvelle-Zélande où les deux sports principaux sont la voile, évidemment, et puis le rugby avec les All Blacks, un petit pays fier, très fort en matière de voile. Et vous arrivez à vous imposer 5-0.
Je répète, 5-0. C'est incroyable. On vous aurait dit ça dès le début, vous l'auriez cru? Si on nous avait dit ça au début, on ne l'aurait pas cru. C'est vrai qu'on s'est présenté sur cette 31e America's Cup partie d'une feuille blanche où il a fallu acquérir un bateau. On a donc pu racheter le bateau de Pierre Fellman et de Marc Pajot qui avaient participé à la 30e America's Cup. Et ensuite, on prenait les régates les unes après les autres. On montait en puissance, on savait qu'il y avait des adversaires coriaces comme Orac, comme Prada, comme One World. Et au fur et à mesure qu'on avançait dans les round robin, l'équipe prenait vraiment confiance et prenait possession du bateau qui était extrêmement rapide. On avait le bateau le plus rapide de l'ensemble des challengers et ça c'est important. On dit dans le jargon nautique que la vitesse rend intelligent, c'est-à-dire si je traduis, c'est quand on a un bateau qui est un tout petit peu plus rapide, eh bien ça rend le jeu du tacticien, du stratège un tout petit peu plus facile parce que sur une route parallèle, eh bien la vitesse de la machine fera juste la différence qu'il faut pour avoir la main sur la manœuvre suivante. Donc au fur et à mesure de ces round robin, on montait en puissance, on commençait à battre les Italiens, les Américains, et on s'est retrouvé en demi-finale contre Luna Rossa, qu'on a battu, en finale de la Louis Vuitton contre Oracle, qu'on a également battu, et puis on s'est retrouvé représentant des challengers pour défier les Néo-Zélandais qui nous attendaient de pied ferme. Et là, on avait, c'était intéressant de le signaler, deux approches bien différentes. À Lingui, chez nous, on avait un bateau qu'on avait voulu avoir très tôt, très vite sur le plan d'eau pour le fiabiliser. Et les Néo-Zélandais qui, eux, ont retardé le plus possible leur mise à l'eau pour avoir tous les derniers développements ingrédients technologiques dans leur machine, mais qui manquaient un peu de fiabilité et de mise au point. Et puis on s'en rappelle, sur la première régate, beaucoup de vent, de la vague, le bateau néo-zélandais casse sa baume, à la régate numéro 4, il casse leur mât. Donc on avait le sentiment que peut-être les Néo-Zélandais, sur le papier, avaient un bateau plus rapide, mais sur l'eau, les marins n'arrivaient pas à en tirer la pleine puissance. Votre réaction quand vous avez cette victoire de 5-0, on voit les Néo-Zélandais qui copent l'eau dans leur bateau, c'est incroyable à voir. À ce moment-là, l'émotion? Oui, l'émotion est indescriptible. C'est vrai que lorsque on marque le 5e point, synonyme de victoire, j'ai eu un sentiment partagé de joie phénoménale, mais aussi de tristesse, parce que pendant cette période, j'ai perdu ma maman. Et quand on est parti avec Christine et mes deux filles, on savait qu'à l'aéroport de Cointrin, on se disait au revoir, on se disait adieu. Et puis c'est quelque chose qui m'a manqué sur ce moment-là. Mais ensuite, voilà, ça fait partie de la vie. On a tout donné. Ma famille était avec moi sur ces moments et ça reste un des plus beaux moments de ma vie. On reviendra à votre famille tout à l'heure. La fête, le jour même, le soir même, comment ça s'est passé? Je ne me rappelle plus. Mais c'est vrai qu'elle était belle. Elle était belle. On avait Michel Odara qui était à l'époque en charge du groupe marketing et du département commercial, avait fait table rase du chantier naval et avait réservé une surprise à l'ensemble de l'équipe et des autres équipes également, où il avait transformé le shed, ce qu'on appelle donc le chantier naval et l'air où on met les bateaux à l'eau, en aire de cirque avec du sable, des palmiers, des cocotiers et des bars. Et oui, et j'y étais, j'ai eu la chance d'être invité, c'était une fête incroyable, j'étais même en direct sur la RTS depuis cette fête, après la victoire d'Alinghi. Et puis il y a la fête, quand vous arrivez à Genève, 40 000 personnes à Genève, au Jardin Anglais, incroyable. C'était incroyable. On pensait et on savait qu'il y avait un certain engouement, mais il y a 25 ans, on n'était pas connecté comme on l'est aujourd'hui. Donc, on recevait des coups de fil, des fax de personnes qui demandaient des informations, qui suivaient, qui encourageaient. Mais de là à retrouver une effervescence pareille, c'était loin de nous penser. Je me rappelle avoir traversé la rade avec la coupe sur un des bateaux mouettes pour arriver au Jardin Anglais, où c'est
c'est vrai qu'on a un petit peu souillé la coupe avec l'eau du lac qu'on buvait comme ça à travers le trophée. Mais ça reste un moment exceptionnel de voir ces casquettes à Lingui, ces drapeaux suisses dans un light show phénoménal avec le jet d'eau et l'emblème de la coupe en rouge dans les lueurs. Ça reste un moment très très fort pour la carrière d'un athlète. Et pour un Genevois comme vous, bien entendu, une fête incroyable. Il faut rappeler que quand même, avec le décalage horaire, les supporters se réveillaient la nuit pour suivre depuis Genève ou depuis la Suisse aux péripéties. Est-ce que, et votre victoire, vous étiez conscient de ça? Vous avez eu des retours? On avait des retours. Effectivement, avec les 10 ou 11 heures de décalage horaire, ça rendait le live compliqué. Mais néanmoins, beaucoup de personnes mettaient le réveil et poursuivent les régates. Et c'est vrai qu'avec les conditions aléatoires, on a eu, je crois, 8 ou 9 reports successifs au fur et à mesure. Ça rendait le suivi difficile. Et je me rappelle, pour l'anecdote, avoir eu des commentaires de personnes ou de patrons d'entreprises qui étaient moyennement contents parce que c'est vrai que les gens se levaient au milieu de la nuit, attendaient 1 heure, 2 heures, 3 heures pour voir finalement la régate avorter ou abandonner et avoir un taux de productivité le lendemain au bureau sensiblement diminué. Oui, aventure extraordinaire. Et vous confirmez à Valence. Le plus difficile, c'est de confirmer en 2007. C'est vrai, on s'est retrouvé en 2003 détenteur du trophée et avec la charge d'organiser la défense. Et donc Ernesto, Michel se sont assis, ont décidé à ce moment-là de séparer l'organisation en deux, de garder Alinghi comme équipe technique et sportive et de se concentrer sur la performance et uniquement la performance et de créer une société à part, ACM, America's Cup Management, qui elle devait sélectionner la ville et organiser l'événement. Donc il y avait des échanges bien entendu entre les deux sociétés, mais les deux équipes avaient des objectifs bien distincts, bien différents pour justement permettre à l'un de présenter un événement hors norme et puis à l'autre une performance exemplaire. Comment expliquer justement cette haute qualité de cette équipe Alinghi qui confirme? Qu'est-ce qui a fait une nouvelle fois la différence? Alors, en 2004, on s'est retrouvé Defender et tout de suite, on a créé 2 équipes au sein de l'équipe Alinghi. On a donc on a dédoublé les ressources en termes de marins, avec 2 tacticiens, 2 stratèges, 2 barreurs. On est allé chercher Ed Bird, l'américain. On est allé chercher Peter Hornberg également. On est allé chercher David Gilmour et Jochen Schumann était déjà présent. Donc on avait un quatuor de barreurs et de match racers hors normes, ce qui fait que la qualité de nos entraînements et de nos tests et de nos régates et match race internes était d'un niveau mondial. Et c'est ce qui nous a permis de pouvoir garder un engouement et de la compétitivité au sein de nos équipes navigantes. En plus de cela, America's Cup Management, pour la première fois, avait construit un circuit avec les premiers actes à Marseille, puis à Malmö, puis à Trapani, pour justement non seulement avoir un retour commercial pour les partenaires, mais également nous permettre, nous, Defender, de nous mesurer tous les 2 mois, 3 mois, aux différentes équipes engagées dans la 32e America's Cup. Donc finalement, on s'est retrouvé avec une préparation qui était exemplaire. Oui, ce qui n'a pas été le cas, peut-être dans les mêmes conditions, mais on y reviendra tout à l'heure pour la dernière Coupe de l'América. Et sur le plan personnel, vous étiez un navigateur confirmé, sur le lac notamment, on l'a dit, avec les victoires sur le bol d'or, mais vous avez dû élever à chaque fois le niveau de vos compétences, parce que chaque fois, on rappelle quand même, la Coupe de l'América, c'est le Graal en matière de voile. Alors, justement, là, vous avez dû vous-même faire de nombreux efforts, mais ça a passé.
C'est vrai, j'ai dû sortir de ma zone de confort, d'abord en apprenant l'anglais, c'est une langue que je maîtrisais un peu avant de partir en Nouvelle-Zélande, et puis ensuite d'apprendre à travailler non pas avec une demi-douzaine de personnes, comme c'était le cas ici à la voilerie ou sur les projets à Linguilac, donc de travailler avec des personnes très compétentes, et puis en ayant fait du sport toute ma vie, j'ai appris que seul on fait rien, que les coachs sont là, que les concurrents permettent aussi d'amener des informations qui peuvent être ensuite utiles pour notre propre développement et notre propre évolution. Donc ça a été une remise en question, et aussi, je dirais, d'un point de vue personnel et privé, de sortir de notre zone de confort en Suisse et de partir un peu à l'aveugle de l'autre côté du monde. Quelques anecdotes dans ces compétitions remportées dans votre passage à Auckland ou à Valence? Ah oui, il y en a beaucoup. C'est vrai que typiquement le jour de la victoire à Auckland en 2003, Russell Coutts qui était content, et Christine, mon épouse, qui était sur le quai avec la caméra pour filmer, etc. Les deux passent à l'eau, et bref, toutes les images qui étaient dans la caméra qui n'étaient pas sauvegardées ont passé à la baille. Donc on est revenu de notre aventure d'Auckland sans images personnelles. Mais bon, ça c'était pour la petite anecdote, mais autrement des souvenirs fantastiques, et puis surtout des liens d'amitié qui restent pour la vie finalement. Des moments quand même difficiles, des débriefings un peu musclés, des choses comme ça? Oui, c'est une campagne, c'est jamais tout rose, et pour arriver au sommet, il y a des remises en question, il y a des coups de gueule, il y a des décisions difficiles à prendre, et c'est vrai que on a eu aussi la chance de pouvoir travailler avec Jean-Pierre Egère, l'athlète et coach, qui est devenu coach après sa carrière de lanceur de poids, qui a réussi aussi par moments, dans des moments difficiles, puisque je le rappelle, sur Auckland, avant de se présenter en finale de la Louis Vuitton contre Oracle, on fait une sortie le dimanche après-midi pour peaufiner le bateau, et patacra, on casse notre mât de course avec le jeu de voile de course la veille de rentrer en compétition. Donc, il n'y a pas pire, et dans ces moments, il faut remobiliser l'équipe, il faut reconstruire la confiance, et tant Ernesto que Jean-Pierre ont su, dans les team meetings, parler à l'équipe et à les remobiliser vers l'objectif. C'était Jean-Pierre Egère, le pape de la préparation physique. Pour y avoir assisté à la préparation physique plusieurs fois à Auckland, c'était quelque chose d'incroyable, parce qu'il y a des gros bras, comme on dit, sur le bateau. Oui, sur une équipe d'une version 5, donc la version 5, c'est le type de bateau qu'on utilisait depuis 1992 à 2007. Eh bien, sur les 16 marins, il y a 3 groupes. Il y a l'afterguard, donc c'est la cellule arrière qui réfléchit à la stratégie, à la tactique, et qui barre le bateau. Ensuite, au milieu du bateau, on a la performance. C'est donc les garçons qui triment, qui règlent les voiles, la grand voile, le Lispi, les génois. Et puis, on a le power group, les grinders, les gros bras, qui, eux, amènent la puissance autour des winches pour border ces voiles. Et puis, on a à l'avant le pont avant, si on veut, des gens qui sont extrêmement habiles, extrêmement adroits, qui sont chargés de préparer les voiles, d'empanner le tangon, donc de changer l'espar qui est à l'avant du bateau, à gauche ou à droite, selon la direction dans laquelle vient le vent. Des monocoques incroyables, très très lourds, ainsi de suite. La Coupe de l'América, qui a énormément progressé. En ce moment, et la dernière, c'est plus du tout les mêmes bateaux, c'est les bateaux pilotés par ordinateur qui volent sur l'eau. Qu'est-ce que vous pensez de la progression de la voile qui est exponentielle ? Alors,
J'ai un sentiment partagé. D'abord, j'adore parce que la vitesse, la glisse, l'aérodynamisme, c'est dans mon ADN avec ma carrière de skieur, de rechercher la meilleure pénétration dans l'air. Ça m'a motivé, ça m'a fait avancer pendant de nombreuses années. Donc, c'est vrai que d'évoluer aujourd'hui à près de 100 km à l'heure sur des bateaux qui volent et qui sont en équilibre sur des toutes petites surfaces à peine plus grandes que cette table, alors que le bateau pèse 6 tonnes, ça défie toutes les lois de l'équilibre. Mais c'est vrai que je regrette un peu les duels acharnés où on se battait centimètre par centimètre pour créer une différence et qui rendaient le sport peut-être à la télévision plus spectaculaire, non pas par la vitesse des bateaux mais par l'acharnement et puis le dévouement de l'équipage. Donc mon sentiment est partagé, mais je dirais que ça fait partie de l'évolution du sport, de nos sports, où on recherche la performance absolue. Et donc, c'est dans cette logique que ces bateaux ont évolué. Cependant, je pense qu'on peut faire des progrès au niveau du format des compétitions pour les rendre peut-être encore un peu plus spectaculaires et télégéniques à suivre. Qu'est-ce qu'il faudrait faire justement dans ce sens-là ? Eh bien, je pense que de multiplier les manœuvres rendrait peut-être l'aspect humain un tout petit peu plus important et peut-être de redéfinir aussi la box, donc la zone de départ et la formule de départ pour justement rendre le spectacle un peu plus indécis au moment du coup de canon. C'est vrai que si on regarde sur Barcelone, certaines régates étaient jouées avant même le coup d'envoi de la compétition. Ça veut dire que la technologie a pris le dessus sur l'humain, mais en même temps, l'humain, il y aura une limite aussi à un moment donné. Alors, c'est vrai que la technologie est complètement folle. Aujourd'hui, on parle d'intelligence artificielle, on parle de simulateurs, on parle d'aide à la navigation. Mais sur ces classes américaines, l'aspect humain reste important, même s'il est peu visible, parce qu'on voyait les garçons et les filles sur la women's, mais pédaler ou casquer, masquer, où on les voyait jouer avec leurs doigts. Mais n'empêche que pour coordonner les 10 doigts de la main et les 80 doigts de l'équipage, c'était un énorme travail qui était certes moins visible que les grinders à l'époque et puis les garçons devant qui hissaient les voiles, mais n'empêche que l'aspect humain reste déterminant pour prendre un départ, pour avoir une bonne stratégie et puis surtout pour avoir une coordination entre les 8 absolument impeccable, surtout lorsque le vent est faible, pour garder le bateau en vol, ce qui n'était pas évident quand le vent baissait au-dessous de 10 km à l'heure. Voilà, on est toujours depuis les voiles filles avec Pierre-Yves Joran dans cette grande maison de voiles. Et Pierre-Yves, puisqu'on est en marge de l'exposition consacrée aux photos de Philippe Schiller, je vous le rappelle, qui va faire le tour de la Suisse, qui était à Genève et qui va encore aller à Crans-Montana. Avec d'ailleurs, on a ces photos ici. Vous vouliez nous parler de une ou deux photos et nous dire ce qu'elles vous rappellent exactement, qui sont justement dans la brochure qui colle à l'exposition. Alors oui, c'est vrai qu'en feuilletant le magazine, d'abord je salue Philippe qui fait un travail exemplaire, qui est un photographe reconnu et non seulement un ami, mais en plus il a toujours eu un œil incroyable pour faire des images extraordinaires. Donc c'est vrai que je rebondis sur cette image de Marseille. C'était en septembre 2004.
on avait le dossard pour la toute première fois de Defender. Donc c'était la première régate en tant que Defender de l'America's Cup en guise de préparation pour Valence 2007. On s'est retrouvé à Marseille qui avait été balayé par une tornade phénoménale et spectaculaire qui avait, heureusement, l'épreuve était terminée et ça avait mis sur le carreau le bateau néo-zélandais. Et donc là, sur cette photo, au portant, on voit de face, donc. vent arrière à 180 degrés, voilà, mais on voit plusieurs choses. D'abord, on voit la corne ici au sommet de la grand voile. Donc la corne, c'est la partie horizontale au sommet de la grand voile. Cette corne, ou en fait cette philosophie de voile, a été amenée par Patrick Mazuet, qui travaille ici au bureau technique, qui est un designer, qui a présenté cette idée originale aux marins et au design team. Et le fait de faire ces voiles maintenant un peu plus rectangulaires que triangulaires fait que le sommet de la voile travaille de manière un tout petit peu automatique. Et on arborait cette voile déjà à Auckland, mais on a véritablement planté les stockades sur cette campagne, sur cette 32e campagne. On voit également notre stratège qui était relié avec un micro à l'équipe qui était au sol pour mieux voir le vent, parce que le mât avait à 36 mètres de haut, donc Murray était peut-être à 32 mètres, et la rotondité de la terre, eh bien, Murray avait une meilleure vision du plan d'eau pour voir les vagues, le vent évoluer. Et donc, voilà. Et il fallait avoir du courage, pour pas dire autre chose, pour monter à ces altitudes et parler avec un timbre de voix tout à fait traditionnel, comme s'il se retrouvait dans nos fauteuils, à l'équipe qui était en bas. Et puis on le voit juste au-dessus d'un petit appendice. Alors c'est très technique, hein, mais on le voit mieux sur la photo d'après qui a été prise sur quelques minutes après. Sur ces petits appendices, on avait ce qu'on appelle inventer des pushers, donc une barre de flèche qui pouvait pousser le génois et favoriser l'écoulement d'air. Donc c'est là où tous ces petits détails dans une campagne de l'America's Cup comptent, et il suffit pas de photographier un adversaire puis de reproduire tout simplement le bateau pour se dire qu'on aura un bateau si rapide, mais il faut également passer par tous ces petits artifices. Donc ces deux photos me parlent, puisque à cette époque j'étais justement en charge de la performance. Elles sont en quelle matière, ces voiles de la Coupe de l'America ? Alors, il y a eu beaucoup d'évolutions. Pendant des siècles, les voiles étaient faites en coton, elles étaient mouillées puis déformées avec des gros sacs de ciment pour créer un peu de creux dans les voiles. Ensuite, les voiles ont été assemblées avec des laises, des panneaux, hein, qui étaient d'abord coupés et cousus, assemblés entre eux avec une certaine forme. Et puis, Northsails a patenté un système de construction en 3 dimensions qui s'appelait à l'époque le 3DL. Ça voulait dire voile construite en 3 dimensions et laminée en 3 dimensions. Et ces voiles sont faites en fibre de carbone et d'aramide, de Kevlar plus précisément. Et maintenant, aujourd'hui, le 3DL a disparu pour faire place au 3DI, qui est un peu un même système. C'est une manière de construire les voiles en 3 dimensions, mais plutôt que d'utiliser des fils de carbone et d'aramide, on utilise des filaments. Donc on exploite mieux la matière et on recouvre mieux la surface pour des voiles plus légères, plus rigides et plus performantes. Alors la performance, oui, et le mot performance dépend un petit peu de son programme de navigation. Une voile d'America's Cup, ça doit être performant sur quelques heures, mais si on parle à Justine Métro, qui sur un Vendée Globe, eh bien la performance, elle doit l'avoir du premier jour jusqu'au 70e ou jour de course. Donc les voiles peuvent être plus résistantes également selon les ingrédients qu'on injecte dans le tissu. Quelle surface et quel prix pour ce genre de voile ?
Alors, surface, ça peut être énorme. Les surfaces les plus spectaculaires sont les voiles qu'on avait réalisées pour la défense en Dead of Gift Match, le fameux challenge contre le catamaran, le trimaran américain, avec Alinghi 5, où les Genaker faisaient 1300 mètres carrés. Et puis le prix, c'est un peu plus cher qu'un paquet de cigarettes et un peu moins cher qu'un Boeing. Je crois qu'on aura compris. Vous étiez responsable dans une des campagnes d'Alinghi de l'espionnite. Hein. C'est vraiment un sport dans le sport. C'est assez rare. Bon, ça se fait aussi en Formule 1, bien entendu, puisqu'on dit que la Coupe de l'América est la Formule 1 de la voile. Mais là, c'est assez incroyable. Alors, quel était votre rôle ? Oui, c'est vrai que dans tout sport de haut niveau, équipe ou individuel, l'espionnage ou la reconnaissance fait partie du jeu de la performance. Parce que pour une équipe, c'est important de développer très vite son outil, sa voiture, son bateau, ses voiles. Mais il ne faut pas non plus rester totalement aveugle et obtus à ce que les autres équipes et les autres écuries développent de leur côté. Donc, mon rôle, c'était justement de ramener les bonnes et peut-être les moins bonnes idées des équipes adversaires au sein de notre groupe pour pouvoir en parler, pour être sûr que nos designers, que nos marins n'avaient pas peut-être oublié d'explorer une certaine voie technique. Et puis ensuite de parler avec les skippers. Et lorsqu'on arrivait en phase finale de course, les bateaux étaient un peu figés, hein, on ne développe plus dans les dernières semaines de course. En revanche, mon rôle était d'aller voir leur méthode d'entraînement, quelles manœuvres ils testaient, quel style de départ ils allaient utiliser pour pouvoir nous préparer de notre côté à affronter, à l'époque c'est Dean Barker qui était le skipper en 2003 et qu'on a retrouvé en 2007 à Valence. Avec quoi ? Avec des appareils photo, vous avez le droit de les utiliser. À quelle distance pouviez-vous prendre des photos ou être sur l'eau ? Oui, il y a des règles très strictes de reconnaissance et d'espionnage. On pouvait utiliser des lasers, on pouvait utiliser des appareils de photo. C'est là où les PFL, nous avions développé avec un laboratoire un système de reconnaissance 3D qui permettait, en photographiant le bateau à 3 angles différents, d'avoir les volumes de la coque, les volumes des voiles et de pouvoir ensuite les comparer à nos modèles. On avait également des distances à respecter. Et sur la fin de la campagne, quand on est parti en dog match en 2010, les bateaux allaient tellement vite qu'on n'arrivait plus à les suivre avec des bateaux à moteur. Donc on utilisait des ULM et les Américains, eux, utilisaient des hélicoptères pour aller... voilà. Donc il y a eu une sorte d'escalade dans ce programme d'espionnage et de reconnaissance, raison pour laquelle, sur la dernière coupe à Barcelone, ça a été strictement réglementé. Oui, justement. Mais ça veut dire que c'est plus dur pour avoir des informations quand vous dites strictement réglementé, ou est-ce que ça s'est assoupli, mais qu'évidemment, il faut toujours respecter le règlement ? Alors, ça s'est assoupli dans une certaine forme, puisque c'était devenu un programme de reconnaissance officiel qu'il fallait pouvoir utiliser le mieux possible. Donc, dans chaque équipe, il y avait un coordinateur qui mandatait les espions qui travaillaient, donc ces espions au service des équipes, pour dire, ben voilà, aujourd'hui, j'aimerais que tu suives les Luna Rossa et ils vont essayer leur nouveau foil, donc concentre-toi sur les photos de foil et ensuite ce coordinateur ramenait les informations, faisait ce qu'on appelle un résumé et nos marins, nos designers pouvaient aller voir le nouveau foil de Luna Rossa. Ça permettait à la fois d'être un peu plus efficace, d'officialiser le rôle et puis d'éviter des accidents, parce que c'est vrai que quand les bateaux à l'époque naviguaient à 20 ou 25 km/h, ça allait, mais aujourd'hui à 100 à l'heure, on imagine les espions avec leurs ULM ou leurs bateaux sillonner la baie de Barcelone, ça n'aurait pas été.
Coupe de l'América, aventure humaine, et pour vous aussi, puisque vous avez déménagé avec votre famille, avec votre femme et vos 2 filles assez rapidement pour aller à Auckland, et puis à Valence. Tout ça, c'est une aventure incroyable pour votre famille. Oui, c'est vrai que c'était une chance et une aventure incroyable pour ma famille. Alors, c'est vrai que ces campagnes d'America's Cup font rêver. On se dit, waouh, quelle chance de travailler. C'est vrai que c'est une chance énorme, mais en contrepartie, il faut voir aussi les sacrifices d'une famille ou d'une épouse qui a une carrière ou d'enfants qui sont ancrés dans un système scolaire qu'on déracine et qu'on emmène de l'autre côté du monde. Alors, c'est vrai qu'il y a des moments qui sont difficiles. Quand on travaille sur une campagne, on travaille à 200 km/h, sans jeu de mots, et c'est vrai qu'on a peu de temps à consacrer à notre famille. Donc il faut que les enfants et surtout le partenaire, le conjoint ou l'épouse achètent entre guillemets l'idée d'être délocalisé, d'être relogé de l'autre côté du monde. Et si c'est fait à contresens, c'est compliqué et ça rend la vie du collaborateur compliquée. Mais les points positifs de s'être déplacé comme ça à l'étranger, d'apprendre une autre langue, de voir d'autres endroits, d'aller au bout du monde. Alors ça, l'autre langue, c'est le point négatif parce que après avoir passé 7 ans en Espagne, je maîtrise toujours pas l'espagnol, mais Hola, ¿qué tal, quoi? voilà, qu'est-ce que si oui. Par contre, non, une expérience extraordinaire et mes 2 filles en sont conscientes et c'est vrai que sur le moment, il y a eu des moments compliqués. Par contre, elles nous le rendent très bien et elles en sont aujourd'hui très très heureuses. Alors, il y a des moments où ça s'est pas bien passé. La deuxième fois à Valence, malheureusement, vous êtes une nouvelle fois defender, mais vous perdez. Et puis, cette année, ça s'est mal passé. Alors je dirais que cette année, c'est vrai qu'après un peu plus de 10 ans d'absence, Alinghi et Red Bull ont créé une société pour représenter la Société nautique de Genève à la 37e. Alors, nous n'avions pas participé à la 36e sur ces bateaux volants, donc il a fallu très vite construire une équipe, acquérir un bateau pour nous entraîner. Il a fallu aussi respecter le règlement, qui était très strict au niveau des ressources humaines en termes de navigation. Les Néo-Zélandais ont verrouillé complètement le système et ont obligé des règles de nationalité strictes. Donc très vite, on s'est retrouvé dans une situation où on s'est dit, il faut construire une équipe pour 2 campagnes, pour 2 cycles, parce que la première allait être compliquée, il fallait tout redémarrer, et puis en espérant pouvoir transformer l'essai sur une deuxième campagne. Et donc là, on est parti très vite sur Barcelone. Il fallait qu'on trouve le temps et mettre le bateau à l'eau le plus vite possible pour permettre à nos jeunes de naviguer. Et donc très vite, on s'est rendu compte que, et ça on le sait, sur l'America's Cup, c'est toujours une course de vitesse, c'est toujours une course, c'est le bateau toujours le plus rapide qui finit par s'imposer. Et il suffit pas de dessiner, de mettre à l'eau un bateau rapide, mais il faut après le faire progresser. Et c'est peut-être ce qui nous a manqué, c'est d'arriver avec un bon bateau au début, pas évident à faire naviguer vite, mais de ne pas trouver les clés pour le faire évoluer. Et ce qui fait que peut-être on avait au moment de la mise à l'eau un potentiel intéressant, mais on s'est retrouvé pris un peu en survitesse sur la fin des round robin. On passe in extremis en demi-finale contre Ineos qui nous bat finalement logiquement, je dirais, sur le plan d'eau avec une équipe un peu plus solide et un bateau un tout petit peu plus rapide, essentiellement au portant. Alinghi a peut-être été trop longtemps absent de la Coupe de l'América, a raté peut-être quelques rendez-vous, ainsi de suite, et après, ça pèse. Alors, je pense que ça, c'est un facteur. C'est un premier facteur qui est vrai, qui est important. Le deuxième facteur, c'est vrai qu'on est une nation qui est essentiellement tournée vers le hockey sur glace et le ski alpin. Et on a, dans le réservoir des marins, on a des talents.
On voit, ils commencent à pointer le bout de leur nez sur des campagnes olympiques ou en course transocéanique, mais n'empêche que face à des grandes nations comme la Nouvelle-Zélande, comme l'Australie ou l'Angleterre, on n'a pas le vivier et le réservoir et en fait la culture de la voile de très haut niveau. On a ces talents, mais il manque la masse. Donc, quand il s'agit de construire une équipe, que ce soit en CLJP, que ce soit sur des Jeux Olympiques ou sur les America's Cup, qui sont les 3 projets phares en termes de voile, c'est difficile de rivaliser avec les grandes nations. Mais n'empêche que Swiss Sailing et Swiss Sailing Team progressent, font des résultats de plus en plus probants dans les classes, mais le réservoir reste restreint par rapport à ces grosses nations. Alors Alinghi, c'est terminé. Justement, pour vous, pour quelles raisons et quels sont vos futurs objectifs? Est-ce qu'on va vous voir justement dans cette Coupe de l'Amérique à Naples? Alors effectivement, ma relation avec Alinghi s'est terminée après 30 ans, donc en 2024, au mois de décembre. Je garde des contacts excellents avec l'ensemble des acteurs qui sont encore actifs justement sous Alinghi. Mon futur, c'est de garder forcément un pied dans le domaine du sport et nautique en particulier, avec la voilerie North Sails ici, qui est dirigée aujourd'hui par Julien Monnier, qui est un collaborateur qui nous avait rejoint il y a un peu plus de 10 ans, avec une équipe qui est en place. Donc je reste là en tant que consultant cheveux gris, entre guillemets, ou plus de cheveux, pour les aider, pour amener des dossiers, m'occuper de projets spécifiques, des relations institutionnelles aussi avec le groupe Norse à l'international, et puis aussi jouer un rôle de consultant, performeur sur différentes plateformes. Ça peut être des plateformes très professionnelles, comme d'autres un peu plus amateurs, mais c'est vrai que de vivre à 200 à l'heure depuis 30 ans, je vois que j'ai passé à côté de belles choses dans la vie, et j'ai envie aujourd'hui de consacrer aussi un peu de temps à ma vie privée et à ma famille. Alors, on revient une dernière fois sur la vie professionnelle. 30 ans, qu'est-ce que vous avez appris dans cette aventure que vous utilisez tous les jours? C'est vrai, c'est un cadeau, c'était une opportunité absolument magnifique qui m'a permis d'apprendre, justement, de travailler avec les meilleurs dans les différents départements, de laisser la parole, d'écouter, de pouvoir partager, de pouvoir se challenger sur des discussions, de toujours remettre sa position en jeu, de pouvoir de rester créatif également, et ça nous a ouvert justement la voie à des voyages magnifiques, à des moments extraordinaires, et puis surtout d'avoir eu la possibilité de lever des trophées dont tout gosse on rêvait, mais qu'on n'osait même pas imaginer qu'un jour ça deviendrait possible. Eh bien, merci Pierre-Yves Gérand, c'était très intéressant, puis on vous souhaite bien entendu le meilleur pour la suite.